Merci. À mon tour de remercier les organisatrices, organisateurs de ce colloque, dont l'appel à communication était pour moi une véritable incitation à tenter de croiser un domaine qui est le mien, qui est l'histoire de la photographie, avec les études animales. Donc, un essai en fait de rencontre de ces deux domaines. Et je pense que j'ai eu le sentiment, en tout cas, que les objets que je vous présenterai dans quelques instants constituent une proposition, justement, des objets intéressants pour ce type d'essai. Alors, la pratique du selfie ou égo-portrait correspond à l'un des usages les plus répandus de la culture visuelle contemporaine. Indissociable des usages conversationnels de l'image numérique, cette autophotographie participative est devenue l'emblème d'une culture du lol et du like, symbole de la Me Generation, ainsi que le titrait en 2013 le magazine Time. Narcissisme éhonté, dévoiement du décorum politique, ignorance des conventions ou emblème des plus graves inconvenances, le selfie est selon plusieurs une véritable calamité. Et que dire du selfie stick, sinon qu'il confirme l'étendue du fléau? Fort heureusement, pensons certains esprits chagrins, des pseudo-selfies, véritables illustrations morales, brandissent la menace d'un châtiment mérité. La dernière réprobation en date de cette pratique culturelle vient des groupes de défense des animaux. En octobre 2017, l'organisation World Animal Protection, la WAP, s'alarmait de l'augmentation des publications sur Instagram de selfies prises avec des animaux exotiques. Avec ses 700 millions d'utilisateurs et ses 92 millions d'images téléversées quotidiennement, Instagram est la plus importante plateforme de diffusion de selfies animaliers, dont le nombre de mises en ligne a triplé depuis 2014. Dans son rapport intitulé A Close-up on Cruelty, the Harmful Impact of Wildlife Selfies in the Amazon, cette organisation brocardait l'industrie touristique sud-américaine et plus particulièrement brésilienne pour avoir inclus parmi son offre de services la possibilité, je cite, de toucher les animaux et de prendre des photos avec eux. Une activité contraire au bien-être animal, bien-être devenu vertu cardinale de la recherche en éthique. L'organisation y dénonce les manipulations, étreintes et autres démonstrations d'exultation auxquelles sont soumis les animaux lors de la prise de vue. Celle-ci condamne plus vigoureusement encore les actions menées en amont de la prise de vue, à l'insu des touristes, arrachement de l'animal à son environnement naturel, captivité forcée, conditions de confinement médiocres, imposition de contention, alimentation inadaptée, manque de sommeil, administration de tranquillisants et même mauvais traitement lorsque la docilité de l'animal n'est pas acquise. Le touriste tout sourire, posant aux côtés d'un singe écureuil, d'un anaconda, d'un fourmilier géant, ou encore véritable graal du tourisme de faune d'un paresseux juvénile, a rarement conscience de l'existence de cette sordide arrière-scène. Souvent bien intentionné et parfois même sensible au bien-être animal, il ignore que les animaux qu'il caresse et cajole sont des animaux assujettis, cassés, réduits à un accessoire de pose, chosifiés pour les besoins de l'image. Cette instrumentalisation est dénoncée par l'organisation commanditaire de ce rapport, qui redoute que cette imagerie animalière circulant sur les plateformes de partage et fortement intégrée aux usages communicationnels propres aux selfies, n'aggrave le sort des animaux. Les inquiétudes sont d'autant plus vives qu'Instagram, principal support de diffusion des images incriminées, ne publiait, au moment de la publication du rapport, donc en octobre dernier, aucune directive particulière concernant le respect du bien-être animal. Il convient ici d'apporter une précision sur le sens attribué par les auteurs du rapport au terme selfie. Ces derniers ne font aucune distinction entre des selfies stricto sensu, à savoir des images présentant les caractéristiques formelles de l'autoreprésentation, présence dans l'image du bras tenant l'appareil, plan rapproché du visage, cadrage approximatif,
et des photographies réalisées par des tiers. Elles sont toutes assimilées à des selfies, car c'est en tant que telles qu'elles furent indexées donc sur Instagram. C'est que le hashtag selfie et l'ensemble de ses déclinaisons est devenu le terme générique servant à désigner les images destinées à la mise en ligne. Je précise, à la suite d'André Günther, que cet usage consiste à engager une action sollicitant un retour, soit-il minimal, au moyen de la publication d'une image sur une plateforme de partage. Par-delà les spécificités procédurales du genre, le selfie renvoie avant toute chose à une forme de sociabilité par l'image. Véritable selfie ou pas, celui-ci n'en est pas moins l'épilogue d'une longue série de gestes néfastes pour les animaux. Les effets délétères de cette pratique, accentués par le fort engouement qu'elle suscite auprès des touristes, ainsi que l'atteste la médiation massive des clichés sur Instagram, ont conduit l'organisation à adopter un code de déontologie, le Wildlife Selfie Code. Les codes de déontologie ont pour fonction de définir et d'expliciter les règles et responsabilités des membres d'un groupe donné. Tels des chartes et des encycliques, ils édictent les obligations et devoirs propres à chaque domaine. Ils possèdent ainsi une valeur normative en ce qu'ils formalisent les conditions à respecter pour le maintien de l'intégrité d'une pratique. Le Wildlife Selfie Code souscrit à ces principes généraux par la prescription de règles strictes balisant la réalisation de selfies impliquant des animaux. Pour cette organisation, il existe de bons et de mauvais selfies. Ce qu'il importe de sanctionner met en scène, sous une forme ou une autre, des contacts physiques, caresses, chatouillis, étreintes entre le touriste et l'animal. L'abolition de la frontière physique entre ces derniers, expression d'un idéal osmotique passant par le toucher, ainsi que je le discuterai un peu plus en détail dans quelques instants, suscite la réprobation. Cette proximité indésirable invite en retour à cautionner les représentations attestant d'une attitude respectueuse envers l'animal par le maintien d'une distance sanitaire entre ce dernier et le touriste. Le rapport de l'ONG est illustré d'exemples visuels assortis de légendes et de pictogrammes mettant en exergue les mauvaises et les bonnes conduites adoptées par les touristes. La proposition de toute tentative d'interaction directe est ainsi érigée en impératif éthique, comme en témoignent d'ailleurs les injonctions formulées dans cet encart tiré du Selfie Code, avec en contrepartie une incitation graphique à la promiscuité entre humains. Selon une enquête menée par la WAP au moyen de logiciels de reconnaissance d'images, les mauvais selfies représentent plus de 40% des clichés mis en circulation sur Instagram. Ce sont eux que l'on reproduit d'ailleurs massivement dans le rapport A Close-up on Cruelty. Visage humain flouté, toutes les images montrent des animaux tenus plus ou moins adroitement ou assaillis par des groupes de touristes, excités à l'idée de toucher un dauphin rose ou un éléphant, tandis que de l'autre main, on actionne, par le toucher encore, l'obturateur électronique de son portable. Il y a dans ce dernier exemple un étonnant enchaînement de contacts physiques que la production du selfie justement a pour vocation à orchestrer, celui d'une part entre la main et la trompe de l'éléphant, celui d'autre part entre sa main et l'écran, signalé dans l'image par la représentation tronquée du bras, marque patente du caractère autoproduit du selfie. Instagram regorge d'exemples où le touriste apparaît ainsi au confluent de deux opérations tactiles menées de front, l'une à l'attention de l'animal, l'autre à destination de son portable. Proscrit par le code de déontologie de l'association, le toucher, sens que le selfie met en scène de manière ostentatoire, est toutefois hautement valorisé lorsqu'il implique des animaux domestiques. On pense immédiatement à la zoothérapie, aussi appelée intervention thérapeutique assistée par l'animal. Il a par exemple été démontré que caresser la fourrure d'un lapin ou d'un cochon d'Inde réduisait le stress et l'anxiété,
chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On connaît également les bienfaits de la médiation animale pour la reconquête du toucher chez certains enfants atteints d'autisme. Les rapports que nous entretenons avec nos animaux domestiques sont pour l'essentiel faits d'interactions physiques. Du point de vue humain, toucher un animal donne l'impression ou l'illusion d'atténuer la distance entre les espèces, de créer par la relation tactile ce que Stéphanie Champvallon appelle un entre-deux animal, soit un effritement de la frontière humain-animal prenant la forme d'une osmose, sinon d'une symbiose. Cette complicité fantasmatique est ce dont le selfie animalier est la représentation. La transposition sur un animal non domestique, dans un cadre touristique, d'une forme de commensalisme sentimental à travers l'expression d'une affectivité que l'on croit bénéfique à autrui. Le désir diffus de se fondre dans l'animalité de l'autre trouverait ainsi dans le selfie une forme d'exutoire. Ce dernier serait-il alors l'emblème contemporain de ce brouillage des frontières entre espèces, l'image de cette prolongation dans la chair, pour reprendre les termes de Donna Haraway, pour qui le toucher animal, justement, est motif d'interrogation philosophique? Je la cite, « Qui et qu'est-ce que je touche quand je touche un chien? Et comment le fait de toucher rend-il encore plus du monde, en anglais « worldly ». Fin de citation. Ce serait probablement trop créditer le selfie animalier que d'en faire l'exemplum de la pensée de Donna Haraway. Son exemplarité m'apparaît plus prosaïque, davantage liée à des considérations esthétiques et sentimentales qu'à des déterminations philosophiques. C'est, me semble-t-il, plus précisément aux attributs de la cuteness que le selfie se rattache. La cuteness, ou si vous préférez la mignonnerie, est une qualité associée aux êtres et aux choses qui charment par leur délicatesse, leur fragilité ou leur petitesse. Elle est le propre des animaux juvéniles, dont l'apparence ou le comportement provoque le ravissement ou toute autre émotion émotionnelle analogue. Les vidéos de chatons sur YouTube, représentations visuelles les plus plébiscitées par les internautes, la ribambelle de Pokémon Go, les emojis ou encore certains personnages de dessins animés ne sont que les quelques représentants de cette mignonnerie globalisée qui percole dans un ensemble considérable de pratiques culturelles et sociales. Les études culturelles se sont emparées du phénomène, entre autres pour mettre en exergue la dissymétrie des pouvoirs que la cuteness met en scène. La fragilité, la douceur ou encore la vulnérabilité caractérisant les objets du ravissement invitent de fait à s'intéresser à ceux qui se repaient de la vue et du toucher de ces êtres adorables et inoffensifs. Certains culturalistes, tels que Joshua Paul Dale, Joyce Goggin ou encore Julia Leyda, ont ainsi perçu dans cette relation dissymétrique la matrice d'une critique sociale et politique sur laquelle greffer toutes les intersectionnalités possibles, genre, ethnicité, nationalité et, bien entendu, espèce, constituant dès lors autant de facteurs de modulation de cette polarité. Ajoutons à ceci le fait que la cuteness suscite chez ceux qui l'éprouvent des émotions contradictoires, à telle enseigne qu'elle constitue elle-même le siège d'une opposition. Rebecca Dyer et Oriana Aragon, deux chercheuses en psychologie comportementale de l'Université de Yale, ont récemment publié les résultats d'une étude démontrant que la vue d'un poupon ou d'un animal mignon pouvait susciter chez l'humain, outre une réaction de bienveillance et de protection, des élans d'agressivité, tels que l'envie de le serrer très fort contre soi, de le pincer, voire de le mordre. Ce conflit des affects serait exacerbé lorsque l'enfant ou le jeune animal présente des traits morphologiques typiques de la cuteness. Un front rond mais haut, des yeux situés assez bas, un nez peu marqué, des joues et des formes arrondies, des extrémités potelées et des mouvements pataux. Pour reprendre les caractéristiques du Kindenschema, le schéma enfant, que l'éthologue Konrad Lorenz a élaboré en 1943. Cette ambivalence de la cuteness, sa violence tapis, nous ramène à nos images.
Le selfie animalier n'est pas que la représentation d'une maltraitance exerçant en amont de la prise de vue et lors de celle-ci. Plus que la documentation d'un état de fait, il participe à un phénomène de chosification du sujet animal en subordonnant ce dernier au précepte de la cuteness, avec pour conséquence de le réduire à une source de gratification affective. L'appétence des touristes pour les paresseux juvéniles, dont la physionomie avenante, l'expression en apparence souriante et les lents mouvements engourdis s'accordent sur plusieurs points au schéma de Lorentz, est à cet égard tout à fait emblématique. Il est d'ailleurs significatif que la World Animal Protection ait choisi de détourner des selfies mettant en scène des paresseux dans le cadre d'une campagne menée sur Instagram contre cette pratique. Cet exemple illustre ou cristallise parfaitement l'ensemble des motifs de condamnation du selfie, tels que la cuteness les exacerbe. À l'instar de plusieurs des exemples reproduits dans le rapport, cette image n'est pas un selfie proprement dit, mais la représentation photographique de sa genèse. Les bras tendus de l'adolescente, le portable bien visible dans sa main, orienté de telle sorte que son visage, légèrement de trois quarts comme le veut l'usage, apparaissent aux côtés de l'animal, attestent de la maîtrise du genre. Cette photographie présente ainsi une valeur pédagogique, que son emploi militant met à profit afin d'assurer l'intelligibilité du message. Celui-ci apparaît d'autant plus limpide qu'il met en exergue les principaux motifs justifiant l'incrimination de cette pratique. L'immobilisation de l'animal contre soi, en plaçant la main sous la gorge, le menton sur la tête, une contention bénéficiant du concours d'un tiers, le photographe, un employé dont la main affairée apparaît au bas de l'image. Ces gestes sont profondément ou fondamentalement ambigus car ils sont tout à la fois pratiques, il faut bien placer le sujet afin que le selfie soit réussi, et empreint de cette affectivité retorse qu'inspire la cuteness. Or, celle-ci est justement mise en gloire par la position sur la tête de l'animal d'un petit ruban rose qui anthropomorphise et féminise l'animal, introduisant dans le scandale une dimension genrée, ce sur quoi l'association enchérit par l'apposition d'une légende de circonstance « She's not smiling, she's terrified ». Cette photographie est enfin l'illustration exemplaire de ce qu'il est proscrit de faire, toucher les animaux. Premier amendement au code de déontologie de l'association, l'interdiction de toucher les animaux, je l'ai signalé, vise à protéger leur intégrité physique et morale en instituant une distance physique entre ceux-ci et les touristes. Le selfie animalier est décrit comme la négation de ce principe. À ce titre, il est en conflit avec une tradition photographique selon laquelle la distance irréductible entre l'animal et l'humain constitue un impératif esthétique et éthique. Cette tradition est celle de la wildlife photography, instituée à la toute fin du XIXe siècle par le photographe américain George Shiras. Constatant une baisse draconienne des populations de gibier dans le nord des États-Unis et en Ontario, baisse entre autres attribuable à la démocratisation de la chasse sportive, Shiras milite en faveur de la substitution de l'appareil photographique à l'arme à feu. Il propose ainsi de remplacer le gibier tué par une image de la bête vivante. Les prises de vue qu'il réalise à cette fin sont portées par l'idéal de saisir l'animal dans la quintessence de son altérité. Photographiant la nuit, se déplaçant à bord d'un canoë, attirant l'attention au moyen d'un faible éclairage, il photographie les animaux, vaquant à leur occupation atemporelle. C'est donc animé de l'intention de produire l'image d'une faune intouchée que Shiras donne naissance à la photographie animalière. Toute la performativité de ce genre photographique repose sur la production d'une image dévoilant un monde animal autonome et conceptuellement distinct de celui de l'humain. Le registre thématique de la photographie animalière, acte de prédation, rituel d'accouplement, mouvement de masse, repos, nutrition, tend à décrire un monde évaluant en marge de l'humain, mais que le photographe surprendrait sans pour autant en altérer le cours. C'est à la représentation de ce fantasme qu'œuvre depuis le XIXe siècle la photographie animalière, une image sans toucher. C'est bien entendu tout l'inverse qui se passe dans le selfie,
que j'ai qualifié d'animalier, précisément afin de marquer toute la distance qui le sépare de la photographie animalière. Aristote, dans son traité de l'âme, mais aussi dans son histoire des animaux, plaçait le sens du toucher au cœur de la survie animale. Tout le corps de l'animal, précisait-il, est pourvu de sensibilité tactile, de telle sorte qu'il puisse sentir de tout son être les dangers qu'il menace. C'est peut-être aussi à cette prérogative animale du toucher que le selfie animalier porte atteinte par l'imposition d'une proximité physique excessive, elle-même mue par le désir, souvent sincère, d'une communion des affects.